Nous analyserons aujourd'hui un texte de Polybe tiré du chapitre 17 du livre 36. Ce texte porte sur le dépeuplement de la Grèce au milieu du IIe siècle avant notre ère. Je veux maintenant m'expliquer sur ce point autant que l'admet le genre de l'histoire pragmatique. Ce dont, par Zeus, il est impossible ou malaisé de saisir les causes quand on est un homme, peut-être, dans l'embarras où l'on est, en ferait-on l'attribution à la divinité ou à la fortune. Par exemple, la continuelle irruption de pluie et de neige violente ou, au contraire, de sécheresse et de gelée qui sont cause de la destruction des récoltes, de même que le développement incessant d'épidémies et d'autres accidents pareils dont il n'est pas aisé de trouver la cause. Alors, c'est avec raison que, sur de pareils sujets, en suivant les opinions de la foule, à cause de l'embarras où nous sommes, apaisant la divinité en suppliant et en sacrifiant, nous envoyons demander aux dieux ce que nous pourrions dire ou faire pour que cela aille mieux pour nous et pour que cessent les maux qui sont sur nous. Mais, quand il s'agit d'événements dont nous pouvons découvrir les causes, qui en expliquent l'origine et la fin, il ne semble pas qu'il faille rapporter à la divinité l'origine de tels faits. Je pense par exemple à ceci. À notre époque, il s'est produit sur toute l'étendue de la Grèce une dénatalité, et en général, une dépopulation à cause desquelles les villes se sont vidées. Et il arrivait aux terres de rester en friche, bien que nous n'eussions ni guerre continuelle ni épidémie. Si quelqu'un s'avisait d'envoyer demander aux dieux ce qu'il faudrait dire ou faire pour être plus nombreux et peupler nos villes de plus belle manière, cette démarche ne semblerait-elle pas absurde, puisque la cause du mal est évidente et qu'il dépend de nous de redresser la situation? En effet, les gens ont été formés à l'insouciance et aussi à la cupidité. Ils ne veulent plus se marier, ni, s'ils se marient, élever les enfants qui naissent. Ils veulent en avoir tout juste un ou deux pour les laisser riches et les élever dans le luxe. Et le mal, sans qu'on s'en rendît compte, s'est rapidement accru. En effet, quand il n'y a qu'un enfant ou deux, la guerre emporte l'un, la maladie qui arrive emporte l'autre. Et il est clair que nécessairement, les maisons restent vides. Et, comme les essaims d'abeilles, c'est de la même façon que rapidement les cités perdent leurs repères et leur force. Il n'est pas besoin là-dessus de demander aux dieux comment nous pourrions être délivrés de ce fléau. En effet, le premier venu dira que cela dépend d'abord de chacun de nous, si nous changeons l'objet de nos désirs, ou alors en proposant des lois pour que ceux qui viennent au monde soient élevés. À ce sujet, il n'est besoin ni de devin ni de prodige, et la règle est la même pour tous les cas dans ce domaine. Travaillons maintenant sur ce texte de Polybe. La source que j'ai utilisée est littéraire. Ce sont les histoires de Polybe, le dernier des grands historiens grecs. Cette œuvre est aux 3/4 perdue. Sur 40 livres, il ne nous reste dans leur intégralité que les 5 premiers. Des autres ne nous sont parvenus que des fragments, dont cet extrait du livre 36. Polybe définit son histoire comme pragmatique, c'est-à-dire qu'elle s'adresse aux événements politiques et militaires
dont les hommes sont les acteurs. Mais son œuvre ne néglige pas les faits économiques et sociaux, même si elle ne leur accorde pas la première place réservée aux actions, pragmata, des grands personnages de l'histoire. Il n'ignore pas le rôle des negociatores romains dans l'impérialisme romain, et ce texte montre qu'il ne néglige ni les questions démographiques, ni les conditions agraires et agricoles. Cet extrait prend place après un développement sur la guerre de Macédoine de 148, où les Romains affrontent Andriscos, le pseudo-Philippe V, et à la suite de laquelle, vainqueurs, ils réduisent la Macédoine en province romaine. Le plan du commentaire suivra le déroulement du texte. C'est pourquoi il envisagera d'abord la méthode historique de l'auteur, puis ses conceptions démographiques, pour examiner enfin les limites de l'analyse démographique polybéenne. Je commence donc par les considérations méthodologiques de l'auteur, c'est-à-dire la méthode historique de Polybe. Polybe distingue clairement ici deux types d'événements, pragmata. Ceux dont l'historien ne peut découvrir les causes, ainsi les chutes ininterrompues de pluie ou de neige, les gelées ou les sécheresses exceptionnelles, les épidémies. Il revient à la notion de fortune, ticket, de combler les vides, qui résistent aux autres formes de causalité. Face à cet incompréhensible, il se range à l'opinion du grand nombre qui conseille de sacrifier aux dieux et de consulter les oracles pour apaiser la colère divine. Ceux dont on peut découvrir l'origine et la cause, ainsi la dénatalité, en grec apaidia, le manque d'enfants, un mot formé avec le a privatif, et le païs, l'enfant. Et la dépopulation, ou oligantropie, en grec oligantropia, manque de population, un mot composé de oligoi, quelques-uns, et de anthropos, homme au sens générique. Les géographes qui ont travaillé sur le climat de la Grèce le classent dans le régime strictement méditerranéen, qu'elle partage avec quelques régions d'Italie du Sud et l'Espagne méridionale, ainsi que de la Tunisie et de la côte israélo-palestinienne. Il est caractérisé par des hivers doux et humides, par des étés chauds et secs. L'instabilité du climat est une donnée permanente. Les irrégularités des pluies et les sauts de température rendent les récoltes incertaines. La précarité de la vie agricole est une donnée fondamentale de la vie grecque, que l'on rencontre déjà dans les œuvres d'Hésiode, en particulier donc dans les Travaux et les Jours, au 8e siècle ou au 4e siècle, dans celles de Xénophon, donc dans l'économique, ou de Théophraste, Histoire des plantes. La religion de Polybe a donné lieu à des discussions qui ne sont pas closes. Une majorité d'historiens se dégage cependant aujourd'hui pour voir en lui un déiste rationaliste, c'est le cas de Pédec et de John Scheidt, plutôt qu'un incroyant foncièrement irreligieux. Le thème de la fortune a donné lieu à un vif débat. Pour les uns, tel Pédec, Polybe définit à côté de la fortune étiologique, du mot aition cause, une fortune finaliste, une puissance supérieure qui ordonne les événements vers une fin déterminée, le triomphe de Rome. Pour d'autres, tel Ferrari, Polybe présente au contraire une analyse cohérente de l'expansion romaine qui résulte de la supériorité de ces institutions dans la perspective d'un projet de domination universelle, en montrant qu'il n'y a pas besoin de faire intervenir, comme le font certains de ses contemporains, une telle puissance transcendante. La situation sanitaire de la Grèce, à l'époque hellénistique, a conduit certains historiens à voir dans la maladie le facteur clé pour expliquer l'oligantropie de la Grèce.
Jones, dans un ouvrage paru en 1909, développe ainsi l'idée que la malaria, qui serait apparue en Grèce au IVe siècle, serait la cause de la décadence du monde grec. Mais Jean-Nicolas Corvisier a pu montrer que la malaria existait déjà en Grèce à l'époque archaïque et que nos sources ne permettent pas d'affirmer qu'elle se serait spectaculairement développée dans la Grèce hellénistique. Il note même que les maladies épidémiques ou contagieuses sont relativement rares et que, à ce point de vue, et par rapport aux périodes postérieures, la Grèce apparaît comme un havre de sécurité. La démographie antique, que l'on appelle la paléodémographie, doit donc être utilisée avec prudence, car si elle reste indispensable à la compréhension de la vie économique et sociale, force est de constater que les sources pour l'histoire antique n'offrent pas ces statistiques dont disposent les historiens pour d'autres périodes. Passons au deuxième point de ce commentaire. Autrement dit, quelles sont les conceptions démographiques de Polybe? Le tableau présenté par l'auteur est pessimiste. La Grèce est en voie de dépeuplement et les cités se vident. La cause ne se trouve, selon lui, ni dans les guerres, ni dans les épidémies, mais dans le refus du mariage par esprit de lucre, et, pour les couples mariés, dans la limitation volontaire de la progéniture à 1 ou 2 enfants. 2 points doivent être ici discutés: la recevabilité de ce témoignage et l'explication de la situation décrite. Commençons donc par la recevabilité du tableau polybéen. Elle est indéniable. Strabon, qui est un contemporain d'Auguste, un peu plus jeune que lui, décrit dans sa géographie une Messénie dépeuplée, une Arcadie dévastée, Thèbes réduite à la dimension d'une bourgade. Les données de l'épigraphie, rassemblées par Vatin, vont dans le même sens. S'il existe encore des familles nombreuses, au IIe siècle, le banquier Héracléidès de Tarente, établi dans l'île de Délos, a 7 enfants, la tendance est à la réduction de la cellule familiale. Les actes d'affranchissement delphiques, au IIe siècle, permettent de dénombrer 63 enfants pour 41 familles et, dans la première moitié du 1er siècle, 17 enfants pour 15 familles. L'enfant unique est la règle. Polybe ne s'étend pas ici sur la fuite devant le lien conjugal et sur la diminution du nombre des enfants élevés. Le refus du mariage est lié à un phénomène sur lequel il revient en moraliste qu'il est souvent: l'appétit de jouissance d'un certain milieu social, le sien. La description qu'il fait, au livre 20, de la crise sociale et morale de la Béotie entre 213 et 188 peut illustrer son propos. Mais rien n'empêchait ces célibataires de vivre avec une esclave ou une affranchie restée auprès d'eux en vertu de la clause de la paramonnaie. La réduction de l'importance des familles doit s'expliquer pour 3 raisons. D'une part, la pratique des moyens anticonceptionnels naturels que les anciens connaissaient. D'autre part, l'avortement que les Grecs pratiquaient également. Et enfin, l'abandon des nouveau-nés. L'exposition des enfants paraissait si naturelle aux Grecs qu'Aristote prend soin de noter que les Égyptiens ne la pratiquaient jamais. Tacite le notera aussi à propos des Juifs. Ces enfants exposés pouvaient être recueillis, dans ce cas ils devenaient des esclaves. L'auteur demande que soient votées des lois obligeant les parents à élever leurs enfants. Après Cynocéphale, donc en 197, Philippe V de Macédoine prit une telle mesure nataliste. Mais l'on ne suivra pas Polybe sur tous les points de son analyse. C'est ce qu'on essaiera de montrer maintenant, et voir donc quelles sont les limites de son analyse démographique.
On suivra difficilement Polybe quand il affirme que la guerre ne saurait être un facteur explicatif de la crise démographique. Ainsi, la guerre menée par les Romains contre les Macédoniens et les Grecs agit fortement sur le stock humain. Les chiffres des pertes au combat sont sujets à caution, mais il est clair que la guerre est un facteur de surmortalité. À Cynocéphale, en juin 197, les Romains de Flaminius alignent autant d'hommes que l'armée macédonienne de Philippe V, 26 000. Les Macédoniens vaincus ont 8 000 morts et 550 prisonniers. Les Romains, 700 morts seulement. Après la défaite, des massacres ont lieu. En 146, les troupes du consul Mummius détruisent la ville de Corinthe et passent la population au fil de l'épée. Les vaincus se voient appliquer le droit de la guerre antique, soit une possible réduction en esclavage. Entre 200 et 150, 250 000 esclaves grecs affluent en Italie et à Rome. L'admiration de Polybe pour Rome doit expliquer cette omission. Une cause est à peine évoquée par notre historien, la crise sociale. Polybe fait brièvement allusion aux terres en friche. Cette remarque permet d'introduire le thème de la crise sociale amorcée au IVe siècle, né de l'accroissement des inégalités et marqué par la concentration des terres. Ce texte doit être rapproché des mots d'ordre révolutionnaires du partage des terres et de l'abolition des dettes. On sait que Sparte est alors devenue une oligarchie plutocratique du fait de l'amenuisement du corps civique. On peut se demander si la baisse de la nuptialité n'est pas aussi liée à l'impossibilité pour beaucoup de Grecs de fonder une famille du fait de leur appauvrissement, et si la restriction de l'importance des familles n'a pas ainsi été voulue dans ces milieux. Ces pauvres fournissent une grande partie des contingents d'émigrants prêts à s'expatrier outre-mer dans les terres conquises à l'hellénisme par Alexandre. Polybe oublie une cause à la dénatalité en Grèce, l'infanticide des petites filles. Un célibat forcé du fait de l'oligogénie, le manque de femmes qui résulte de l'infanticide des bébés-filles peut aussi être à l'origine de cette baisse de la nuptialité. Nous savons que les garçons avaient plus de chances de survivre. Un auteur de la comédie nouvelle, Posidipe, écrit ainsi, je le cite, « Un garçon, on l'élève toujours, si pauvre que l'on se trouve, mais une fille, on l'expose, même si l'on est riche. » Fin de citation. Si l'on suit Vatin, l'oliganthropie grecque serait donc en fait une oligogénie. Elle serait liée au régime dotal, les Grecs étant désireux de recevoir une dot pour leur fils et non d'en donner une à un éventuel gendre. On peut se demander si le véritable remède à cette dépopulation de la Grèce balkanique n'était pas d'ordre politique, par l'accueil de nouveaux citoyens, politographia, dans le corps civique, comme l'écrivait Philippe V dans ses lettres, à la cité thessalienne de Larissa, et par la réintégration des exclus paupérisés, qu'avaient prôné les rois réformateurs spartiates, Agis, vers 242, et Cléomène, en 227. Il faut donc nuancer le tableau, peint par Polybe. La situation varie en fait suivant les cités.
Après une destruction, les villes importantes se régénèrent assez vite. Le désastre ne semble définitif que pour certaines cités, en particulier les plus petites, et pour la Sicile à l'échelle du monde hellénistique. Athènes connaît une spectaculaire poussée démographique après que les Romains lui ont donné le port franc de Délos en 167 et après la destruction de Corinthe en 146. Je conclus. Le texte de Polybe permet de s'interroger à la fois sur la conception de l'histoire d'un témoin exceptionnel de son temps et sur son analyse des conditions économiques et sociales de son époque. Il permet, enfin, d'introduire une réflexion sur les connaissances et sur la méthode de l'historien de l'Antiquité.